Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'amour puisque je ne vous apprends rien, c'est la Saint-Valentin. Je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo sur ces couples littéraires, pas dans les romans mais dans ces couples d'écrivains qui ont marqué la littérature par leurs aventures amoureuses. Et on va parler de 3 couples différents avec les mots-clés tragique, secret et passionné, ça en dit long. J'espère donc que cette vidéo vous plaira et que ces relations vous feront un peu vibrer et qu'elles vous passionneront autant que je l'ai été en faisant mes recherches. Le premier couple, celui qui est placé sous le mot-clé tragique, c'est sans doute le plus connu de cette vidéo et donc celui par lequel je vais commencer, et il ne s'agit d'autre que Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Il faut savoir que ces deux amants se sont rencontrés en 1871 et que Arthur Rimbaud, déjà jeune prodige en poésie, avait envoyé une lettre à Paul Verlaine pour lui montrer quelques-uns de ses écrits, et Paul Verlaine, de 10 ans son aîné, a été tellement subjugué par la valeur des écrits d'Arthur Rimbaud qui lui a proposé de l'accueillir à Paris pour qu'ils puissent travailler ensemble. Ils entament alors une amitié littéraire, mais de cette amitié apparemment innocente va naître un amour interdit, puisque Paul Verlaine est déjà marié et que, comble de l'histoire, il aime vraiment sa femme Mathilde. Déjà, il faut savoir que Rimbaud va rencontrer Mathilde avant Verlaine, puisque il va se rendre directement à leur domicile alors que Verlaine était allé l'attendre à la gare, et donc Arthur Rimbaud, déjà très jeune et insolent, va aller toquer à la porte et va être accueilli par Mathilde. Je vous passe la gênance de cette rencontre et le fait que les relations entre ces deux personnes vont continuer à être un peu tendues et froides après cet événement. Très vite, Verlaine se retrouve donc tiraillé entre ces deux amours. D'un côté, l'amour conventionnel et la sécurité du foyer qu'il a avec Mathilde, et de l'autre côté, cette passion homosexuelle qui commence à se développer avec Rimbaud. Et Verlaine va finir par s'enfuir à Bruxelles avec Arthur Rimbaud pour qu'ils puissent vivre leur relation avec plus de liberté. Sauf qu'évidemment, Mathilde, sa femme, n'est absolument pas d'accord et elle va se rendre jusqu'à Bruxelles pour essayer de convaincre Verlaine de revenir et de réintégrer sa place dans le lit conjugal. Et Verlaine, cette girouette, va dire « Ok, je reviens ». Il va dans le train, il prend le train pour revenir à Paris. Et dans ce train, Rimbaud débarque de nouveau et lui dit « Non, s'il te plaît, ne t'en va pas ». Et Verlaine va rester. Je pense que ça en dit long sur le côté tumultueux et romanesque de leur relation, puisque les deux ne vont pas arrêter de jouer au chat et à la souris, et Verlaine va être constamment tiraillé entre ce désir qu'il a de revenir auprès de sa femme qu'il aime et cette espèce de passion à la fois dévorante mais aussi malsaine qu'il va entretenir avec Rimbaud. Oui, c'est chaotique. Les deux poètes et amants vont quand même réussir à s'aimer pendant 4 ans, où ils vont à un moment finir par s'exiler à Londres où l'homosexualité est beaucoup mieux vue qu'en France. Rimbaud, malgré son jeune âge, est connu pour son impulsivité, son agressivité, sa violence, son alcoolisme aussi. Il a un caractère vraiment très difficile à vivre au quotidien, alors que Verlaine est beaucoup plus connu pour son tempérament doux et bienveillant. Le problème, c'est qu'à force de subir les moqueries et les coups de son amant, Verlaine va aussi passer du côté obscur de la force et il va aussi se mettre à boire et un peu réagir à toutes les réactions et les moqueries de Rimbaud, ce qui fait que les deux amants vont passer leur vie à se disputer. Et c'est après l'une de ces fameuses querelles que Verlaine va écrire ces vers restés très connus qui sont « Il pleut sur mon cœur comme il pleut sur la ville ». Rimbaud est aussi exécrable avec tous les proches de Verlaine, les autres poètes, les autres écrivains des cercles littéraires que fréquente Verlaine, et petit à petit, ce dernier va se retrouver isolé. Et d'après Arthur Rimbaud, la relation sera exclusive ou elle ne sera pas. Cette relation amoureuse va cependant être très prolifique pour Arthur Rimbaud, qui va écrire 2 de ses chefs-d'œuvre, j'ai nommé Une saison en enfer et Illumination. Donc pendant sa relation avec Verlaine, il va vraiment apprendre de la sagesse et du génie de Verlaine pour étoffer ses écrits et pour s'améliorer. C'est bien réussi. La fraternité entre écrivains et l'admiration que Verlaine lui porte va vraiment pousser Rimbaud hors de ses retranchements et vraiment le forcer à donner le meilleur de lui-même. Et le fait qu'aussi Verlaine soit plus âgé et beaucoup plus connu, il a déjà une carrière et même s'il ne va pas beaucoup écrire pendant leur relation, il est déjà bien installé dans les cercles littéraires de Paris, et donc il va pouvoir faire accéder Rimbaud
à tous ces cercles littéraires et lui, même s'il se moque beaucoup des autres écrivains, va finalement beaucoup apprendre aussi à leur contact. Tout ça, c'est bien beau, mais comme toute relation passionnelle et n'ayant pas peur des mots malsaine, elle va finir par prendre fin en 1875 avec le fait divers le plus connu, je pense, du monde de la littérature, qui est Verlaine a tiré sur Rimbaud. Rien que ça. Verlaine est très alcoolisé, il est seul à Bruxelles et il commence à comprendre que sa relation avec Rimbaud ne va mener à rien et il supplie Mathilde de le laisser revenir, il menace même de se suicider si elle ne le laisse pas revenir à la maison. Super chantage affectif. Et dans cette optique, il avait acheté un revolver et le soir, au moment où Rimbaud revient dans leur appartement, voilà, toute cette tension, toute cette violence, toute cette animosité entre eux va éclater autour d'une ultime dispute et Rimbaud va déclarer et annoncer à Verlaine qu'il le quitte définitivement. Sauf que Verlaine, il devient fou de tout, fou d'alcool, fou de rage, fou de désespoir. Il va saisir son pistolet et il va tirer 2 coups, dont l'un qui va toucher Rimbaud à la main, qui va vraiment perforer sa main, et le deuxième qui est complètement raté, qui va dans le mur. Le tout en criant « Voilà pour toi puisque tu pars ». Heureusement qu'on tire pas tous sur nos ex quand on se quitte. Et tout célèbre qu'il puisse être, Verlaine va finir en prison, il va finir 2 ans en prison, où étonnamment il va être extrêmement prolifique, puisque j'imagine qu'il n'avait pas grand chose d'autre à faire que d'écrire, n'est-ce pas? Et petite anecdote, Rimbaud va lui envoyer un exemplaire d'une saison en enfer dédicacée en prison avec une petite annotation qui disait « sans rancune ». Rancune il n'y avait pas des deux côtés puisque après la mort d'Arthur Rimbaud en 1891, Verlaine va tout faire pour que cet écrivain et ses écrits ne tombent pas dans l'oubli et il va vraiment activement participer au fait que Arthur Rimbaud reste dans les mémoires. Si ça c'est pas une belle preuve d'amour. Toujours est-il que cette histoire elle avait tous les ingrédients pour rester dans les mémoires. Elle était interdite, elle était sulfureuse, elle était passionnelle, elle était destructrice. Elle a marqué les esprits parce qu'elle se passe entre 2 génies littéraires français, mais aussi parce qu'elle se passe sur fond d'ivresse, d'alcool, de violence. Et finalement, si ça c'est pas dramatique. Si je devais choisir entre le monde entier et toi, c'est toi que je préférerais à la vie et au ciel. Cette phrase, elle est écrite par Albert Camus pour Maria Casares. La relation entre Albert Camus et Maria Casares, elle est restée secrète jusqu'à la publication en 2017 par la fille d'Albert Camus, Catherine Camus, d'un recueil qui reprenait toutes les lettres d'amour qu'il s'était envoyées. Publié chez Gallimard, l'ouvrage appelé Correspondance amoureuse reprend plus de 835 lettres envoyées entre ces 2 personnalités publiques, et ce pendant plus de 10 ans de relations secrètes. Oui, ça fait beaucoup de lettres. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler qui est Albert Camus, par contre je pense qu'une petite explication s'impose quant à Maria Casares. C'est une actrice et tragédienne espagnole qui sera naturalisée française et elle est considérée comme l'une des plus grandes actrices de théâtre de la deuxième moitié du XXe siècle. Ici, je fais donc une petite entorse à cette vidéo puisque Maria Casares n'est pas une écrivaine, mais je pense que ça parle de lui-même. Albert Camus. Je pense que ce couple secret et romanesque méritait une petite place dans cette vidéo et c'est un peu comme les challenges. On fait rentrer ce qu'on veut dedans. Alors pourquoi est-ce que cette relation est restée secrète? Bah déjà, on était dans de l'adultère, puisque Albert Camus était marié à Francine Faure, une pianiste, et c'est en 1944 qu'il va rencontrer Maria Casares pour la première fois. En effet, la pièce de théâtre Le Malentendu de Camus va être jouée, et devinez qui va tenir le rôle principal féminin? Maria Casares. Albert Camus dit avoir été séduit, et là je vais vous lire exactement ce qu'il a dit. Il dit avoir été séduit d'entendre son propre langage porté par la voix et l'âme d'une merveilleuse actrice à la résonance exacte qu'on lui avait rêvée. Si ça c'est pas le compliment ultime. Ils tombent donc fous amoureux l'un de l'autre mutuellement, mais la vie étant ce qu'elle est, il y a beaucoup d'obstacles entre eux et ça va finir par les séparer presque instantanément. Il y a la fin de la guerre, le fait que Francine Faure, l'épouse d'Albert Camus qui était en Algérie, va revenir en France, donc il sera beaucoup moins libre. Il va y avoir la naissance de ses 2 jumeaux, alors que Maria Casares avait quitté son amant après avoir rencontré Albert Camus, lui se retrouve emprisonné dans sa vie de famille et ne peut pas continuer ou ne peut pas commencer une relation avec une autre femme. Mais de nouveau, la vie étant ce qu'elle est d'un point de vue plus positif et le destin
faisant son petit œuvre, ils vont se recroiser de nouveau en 1944 et ne plus jamais se quitter. Leur relation secrète va se révéler vraiment passionnée pendant 10 ans et Albert Camus va l'appeler son unique avec un grand U. Malheureusement, cette relation va aussi connaître une fin, et ici vraiment tragique, puisque leur idylle prendra fin à la suite du décès d'Albert Camus dans un accident de voiture en 1960. Et prémonition ou coïncidence, la dernière lettre qu'il va envoyer à Maria Casares s'appellera Dernière lettre, où il lui dira: à bientôt ma superbe, je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. Je t'embrasse, je te serre contre moi jusqu'à mardi où je recommencerai. Il n'aura malheureusement jamais la possibilité de la revoir puisqu'il va mourir entre-temps de ce fameux accident de voiture. Mais cette dernière lettre, je trouve, reste un très beau moyen de dire au revoir à quelqu'un, et même si c'était pas du tout intentionnel et que sa mort était prématurée, je trouve que c'est une très belle dernière chose à posséder de quelqu'un. Et petite anecdote atypique pour finir sur Albert Camus et Maria Casares, la fille de Albert Camus va rencontrer Maria Casares pour la première fois après la mort de Francine Faure, et elles ont fait connaissance d'une manière un peu atypique puisqu'elles se sont donné rendez-vous dans la chambre d'hôtel de Maria Casares et qu'elles se sont assises de 14h à 18h et qu'elles ont mangé 5 tablettes de chocolat sur le lit en discutant et je pense en échangeant des souvenirs sur Albert Camus. Elle a tout appris de ces deux amants clandestins, de la façon dont ils s'étaient aimés et soutenus pendant ces 10 longues années, et je pense que c'est ça aussi qui l'a poussée à écrire et à publier Correspondance amoureuse pour aussi rendre hommage à son père et à l'amour qu'il avait pour Maria Casares. Pour le dernier couple de cette vidéo placé sous le signe de la Saint-Valentin, on va parler de George Sand et d'Alfred de Musset. Imaginez-vous, en 1833, une calèche fuit dans la nuit en emportant deux amants qui se connaissent à peine mais qui fuient vers l'Italie, patrie de l'amour, pour pouvoir vivre ensemble une relation passionnée. Et c'est George Sand et Alfred de Musset. George Sand, de son vrai nom Amantine Aurore Lucille Dupin, est déjà très connue pour ses écrits un peu scandaleux et la liberté de ses mœurs. Elle a 29 ans, elle est très belle, elle fume la pipe, elle s'habille comme un homme, elle est vraiment anticonventionnelle et elle vit entièrement ce pseudonyme George Sand qu'elle a utilisé pour que ses écrits ne soient pas jugés comme des écrits de femmes, mais vraiment objectivement comme des écrits. Et après avoir quitté son mari, elle pense enfin avoir trouvé un amour à la hauteur de son génie en la personne d'Alfred de Musset. C'est un jeune homme, son cadet, il a 23 ans, il est blond, il est aussi très beau, peu connu à l'époque puisqu'il n'a écrit qu'un seul ouvrage, mais il est déjà connu dans les cercles littéraires et notamment, comme beaucoup de poètes et d'écrivains maudits, pour ses frasques au niveau alcool, ivresse et scandale. Les deux sont des êtres extrêmement libres et George Sand est séduite par le côté insolent mais à la fois aussi très candide d'Alfred de Musset, sans doute grâce à sa jeunesse. Après leur rencontre, ils vont donc fuir tous les deux directement à Venise où ils vont vivre une aventure tumultueuse et passionnée pendant 2 ans. Et oui, toutes les aventures d'écrivains semblent tumultueuses et passionnées. Le tout va voir naître l'une des correspondances les plus connues de la littérature française qui est publiée sous différents formats. On peut très facilement retrouver les lettres qu'ils se sont adressées l'un à l'autre. Lettres qui sont très connues puisque chacun nourrissait l'autre de ses vers les plus enflammés, utilisant même des moyens et des messages cryptés. Et du coup, grâce à ces stratagèmes ingénieux, les deux amants vont pouvoir cacher aux œils non aguerris leur correspondance très sulfureuse, n'est-ce pas? J'ai retrouvé 2 petits exemples du genre de stratagème qu'ils pouvaient utiliser, donc je vous les mets là. Ce qui est rare, c'est que leur relation est entrée dans la légende au moment même où elle se passait, puisque George Sand était extrêmement connu et qu'Alfred de Musset avait aussi sa petite réputation dans les cercles littéraires, et ils étaient constamment suivis et traqués par des journalistes qui essayaient d'avoir des infos sur eux, d'écrire des articles sur eux. Ils étaient tous les deux déjà très médiatisés et en gros on était dans une vibe Gossip Girl du 19e. Il n'y avait rien de ce qu'ils faisaient qui restait inconnu aux yeux des lecteurs. Malheureusement, leur relation sera placée sous le signe du tumulte et honnêtement quand on voit la personnalité et le caractère de ces deux amants, il fallait s'y attendre. Maladie, tromperie, adultère, alcoolisme, violence, ils ont tout fait, tout. Puisque leur périple à Venise, tant attendu, devient vite un calvaire, George Sand va tomber malade, elle va avoir la dysenterie, elle va avoir de la fièvre, laissant Alfred de Musset
vagabonder dans les rues italiennes à la recherche de beauté plutôt que de s'occuper de son amante, n'est-ce pas? Il va aussi continuer à s'adonner à son plaisir pour l'alcool et il va donc lui-même tomber très vite malade et ils vont faire appel à un docteur qui, lui, va s'éprendre de George Sand et avec qui elle va elle-même avoir une aventure. Et lorsque la vérité éclate, c'en est trop et après 2 ans de tout ce tumulte, les deux amants décident de se séparer. Leur idylle va donc prendre fin très rapidement en 1835, mais on en retiendra de leur idylle amoureuse, la passion et l'originalité de leurs lettres qui font partie du patrimoine culturel français et du patrimoine littéraire français. Et donc rien que pour ça, je suis contente qu'ils se soient fréquentés. On arrive au bout de cette vidéo spéciale Saint-Valentin, j'espère que ce format vous aura plu. J'avais aussi fait une vidéo sur 10 anecdotes de littérature que je vous place juste ici au cas où ce format vous intéresse. J'ai adoré le faire, j'ai adoré faire mes recherches, je vous mets les sources que j'ai trouvées et desquelles je me suis inspirée pour tourner cette vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres couples que vous aimeriez que je chronique. Il y avait aussi Henry Miller et Anaïs Nin, Frank Kafka et Bauer, je sais plus son prénom. Et moi j'ai adoré faire cette vidéo, donc dites-moi en commentaire si voilà, vous avez d'autres anecdotes sur d'autres couples, ça m'intéresse grandement. Beaucoup d'amour pour vous. L'amour de vous à vous, c'est le plus important. Moi je pense que je vais juste me péter le bide avec mon mec et ça sera très bien. Parce que l'amour de la bouffe, meilleur amour du monde. Moi en tout cas je vous envoie plein d'amour en cette journée de Saint-Valentin et je vous dis à la prochaine.